sans plus tarder. Mon but, c'est que ça dure un petit peu moins d'1 heure, donc vous ayez le temps d'aller dîner après. Pour ceux qui nous écoutent en replay, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire juste en dessous. Évidemment, c'est enregistré, là, donc pour ceux qui sont avec nous en live, n'hésitez pas non plus. Si vous devez quitter, l'enregistrement va être envoyé demain. Donc, on parle aujourd'hui de comment est-ce qu'on fait pour planifier une stratégie publicitaire. C'est le genre de conversation que j'ai beaucoup avec des entreprises qui pensent de bon, ben j'aimerais ça faire de la pub, on m'a dit de faire telle affaire. On m'a dit de faire une campagne Facebook où j'ai vu que mon compétiteur est présent sur Google Ads, mais je ne sais pas si c'est la bonne chose que je devrais faire pour moi. Est-ce que c'est réellement ça qui est bon ou est-ce que je suis mieux de prioriser autre chose? Je ne le sais pas. Il y a comme 1 million de possibilités. Fait que je vais essayer un peu de vous aider à voir un peu plus clair aujourd'hui. Si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Charles Davignon. J'ai fondé Antilope il y a maintenant près de 6 ans. On est une agence de publicité en ligne. On fait principalement des services clés en main, que ce soit pour des boutiques en ligne, des infopreneurs, des entreprises de services, mais aussi, on vend aussi des formations sur le même sujet pour démarrer en publicité en ligne. Aujourd'hui, on voit vraiment le côté stratégie pour que vous puissiez l'intégrer de votre côté puis le mettre en place parce que c'est pas vrai que ça prend toujours une agence pour commencer en pub. C'est sûr que ça peut être plus rapide, ça peut être plus complet, mais il y a plein de façons de commencer de son côté aussi avec son équipe. Donc, je vais présenter un peu tout ça. Donc, quand on parle de stratégie publicitaire, la chose à savoir, c'est de quoi qu'on parle finalement? On parle des grandes étapes à venir dans tes campagnes publicitaires et ce qui va favoriser leurs résultats. Souvent, quand on pense à la stratégie, il y a beaucoup de gens qui vont s'imaginer qu'on parle de toute la stratégie marketing, de croissance et tout. On ne va pas là. Quand on parle de stratégie publicitaire, on parle de OK, j'ai mes objectifs marketing, je le sais où est-ce que je veux m'en aller. Est-ce que c'est plus de ventes? Est-ce que c'est de la notoriété cette année ou peu importe? J'ai cette vision-là. Et ça, c'est ma stratégie marketing, mais comment est-ce que ça va se transmettre en publicité? C'est là où la stratégie publicitaire embarque. C'est là où on regarde qu'est-ce que ça comprend. Pourquoi est-ce qu'on planifie une stratégie publicitaire? C'est pour 3 grandes raisons. Premièrement, quand on a une bonne stratégie, on sait où on s'en va, on a plus de résultats. Quand on fait des campagnes à l'improviste, on est toujours un peu en train de faire un pile ou face de est-ce que mon budget, je le mets à la bonne place? Est-ce que c'est vraiment ça que j'aurais dû faire? Puis, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous. J'en parle avec plein d'entreprises, puis ça a l'air d'être toujours ça. Quand on regarde notre marketing, on regarde nos pubs, on a toujours 1 million d'idées. Hey, je pourrais lancer un nouveau produit. Hey, je pourrais faire une campagne pour telle affaire. Hey, je pourrais aller sur telle autre plateforme. Ça vaut-tu la peine de faire du TikTok? Ainsi de suite. Le fait d'avoir une stratégie, ça nous aide à prioriser tout ça. Ça nous aide à décider qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais faire plus tard. Et donc, ça l'aide à dire ce que je fais aujourd'hui, ça m'amène plus de résultats. Puis, ce que je fais plus tard, je le verrai plus tard, justement. Je ne fais pas tout en même temps non plus. Deuxième chose, c'est que de cette stratégie-là, ça permet d'avoir des résultats plus rapidement. Il y a moins d'essais-erreurs, il y a moins d'impro, donc on s'attend aussi à avoir une rentabilité plus vite. Et finalement, il y a un grand point qui est mon préféré, c'est celui d'avoir plusieurs coups d'avance. Une stratégie publicitaire, ça change. Des pubs, on le sait. Des résultats publicitaires, ça peut changer. Il y a des timings, il y a des saisons, il y a des bugs. Des fois, Facebook plante, même si on n'aime pas ça que ça arrive. Avoir une stratégie publicitaire, ça veut dire aussi d'être capable de prévoir les 3, 4, 5 coups qui vont nous arriver, puis de se dire, si ça marche, je fais ça. Si ça ne marche pas, je fais telle autre affaire. Et d'avoir vraiment cette prévision-là devant nous, sans dire qu'on a nos 5 années de couler dans le béton ou quoi que ce soit. Ça nous aide à avoir une meilleure vision puis à être moins réactif face à ça. Super. Une des questions qu'on se fait beaucoup poser, c'est OK, j'ai une stratégie publicitaire, j'ai tout ça devant moi. C'est quoi la durée de ma stratégie? Combien de temps est-ce que je devrais planifier en avance? Il y a 2 facteurs à considérer. Premièrement, une stratégie publicitaire qui est trop longue. Par exemple, si je planifie 1 an en avance, c'est inutile. Tout simplement parce que c'est pratiquement impossible de prévoir autant d'avance ce que vont être nos priorités publicitaires. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est facile de dire dans 1 an, je veux augmenter mes ventes de temps. Ça, c'est clair. Ça va. Mais niveau publicitaire, il y a les algorithmes qui changent, il y a les meilleures pratiques qui changent, il y a le type de campagne aussi qui vont changer, il y a les angles qu'on va utiliser, le type de pub qui va changer aussi. Puis d'une année à l'autre, toutes ces tendances-là font que si je dis tout de suite à une entreprise, l'année prochaine, tu vas faire ça, 9 chances sur 10 que ce ne sera pas réellement ça qu'on va faire l'année prochaine. Donc, ce n'est pas particulièrement utile de se planifier autant d'avance juste parce que on ferait ça pour rien. De l'autre côté, si je suis trop court, si je planifie juste mes prochaines semaines en pub, par exemple, je vais être trop réactif. Parce que s'il faut que je
retourne à la table à dessin à tous les mois pour repenser ce que je devrais faire, bien, je vais être tout le temps en mode réactif, je vais être tout le temps en mode vite, il me faut ma prochaine étape parce que je suis en retard. C'est sûr que là, ce ne sera pas optimal parce que je vais être toujours à la course, puis ça pourrait me faire dévier de mes vrais objectifs. Donc, on recommande généralement de se planifier sur 3 à 6 mois notre stratégie publicitaire. Donc, de regarder, OK, c'est quoi qui arrive dans les 3 à 6 prochains mois et qu'est-ce que je vais faire comme stratégie publicitaire face à ça. Puis d'ailleurs, dans le webinaire, là, je vais présenter un peu ce que ça comporte, une stratégie publicitaire, mais ensuite, je vais aussi présenter notre méthode qu'on fait, nos grandes étapes pour vraiment l'établir au complet. Puis on a des petits schémas assez intéressants là-dessus. Cool. Il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant. Je regarde le chat. Ça me semble très bien. Parfait. Bonjour aussi à ceux qui se joignent à nous, d'ailleurs. Je vois qu'il y a d'autres gens qui se connectent. Je continue avec les composantes essentielles qui doivent absolument être incluses dans une stratégie publicitaire. Quand je pense à stratégie, ça veut vraiment tout et rien dire, on s'entend. Quand nous, comme agence, on dit à un client hey, « on va te faire une stratégie », il y a des clients qui s'imaginent des documents de 50 pages super complexes, super détaillés, puis il y en a d'autres qui s'imaginent juste qu'on va leur dire ben, « tu vas faire une campagne là. » Donc, c'est flou, une stratégie publicitaire. Nous, on aime ça la découper en 5 grandes composantes. Premièrement, nos objectifs. Deuxièmement, notre budget. Troisièmement, nos plateformes, donc les plateformes sur lesquelles on va aller faire de la publicité. Ensuite, nos types de campagnes. Donc, quel genre de campagne on va faire sur ces plateformes-là. Et finalement, les cibles et les angles publicitaires. Donc, on va déjà dans notre stratégie commencer à réfléchir à OK, je vais aller rejoindre qui, de quelle façon, puis comment je vais m'y prendre. Bon. Détaillons un petit peu chacun de ces points-là, un par un. Donc, commençons par les objectifs publicitaires. L'idée des objectifs publicitaires, c'est de venir au strict minimum définir qu'est-ce qu'on va mesurer, puis c'est quoi nos attentes face à ces chiffres-là. Souvent, nos objectifs publicitaires vont découler de nos objectifs marketing. Ce que je veux dire par là, c'est que si en marketing, dans ma stratégie marketing, je me suis dit, OK, cette année, je veux peut-être développer mes points de vente. Je veux aller dans plus de boutiques parce que je vends mes produits, puis j'aimerais ça avoir plus de points de vente. Peut-être que mon distributeur ait un peu plus de succès face aux revendeurs et tout ça. Peut-être développer un nouveau marché. Bon, si c'est ça mon objectif principal en marketing, je vais regarder comment ça va se découler en pub. Comment est-ce que je vais faire transparaître ça en publicité? Si je veux développer mes points de vente, par exemple, en publicité, c'est sûr que ça pourrait être intéressant de développer ma notoriété. Parce que plus que je suis connu, plus que mon entreprise est vue, qu'on se souvient de moi et qu'on a une idée de qui je suis, plus ça va être facile pour mes reps, par exemple, de démarcher les nouvelles boutiques puis pour que mon produit soit un peu partout. C'est le genre de réflexion qu'il faut avoir. Qu'est-ce que je veux à moyen et à long terme, puis comment ça va se découler dans mes objectifs publicitaires? Si je vise une croissance de vente, je veux vendre plus sur ma boutique en ligne ou je veux avoir plus de ventes de mes produits numériques, par exemple, c'est sûr qu'on peut découler ça directement en pub, puis on peut se dire, check, mon objectif publicitaire, c'est un objectif de vente. On peut en avoir plusieurs aussi. Ça peut être plus ou moins complexe, mais c'est sûr que moi, je recommande de commencer avec 1 à 3 objectifs publicitaires grand maximum, juste parce que plus on s'étale, surtout au début, plus ça va être compliqué de venir tout gérer, tout mesurer et tout optimiser en même temps. Mais évidemment, ça dépend de l'expérience que vous avez avec la stratégie publicitaire aussi. Mais ça reste que des objectifs, généralement, en publicité qu'on va avoir, ça va être soit des ventes. Donc, je veux que mes publicités me génèrent des ventes à court terme. Je vais être capable de mesurer ça. Ça peut être aussi des prospects, des leads. Je veux que mes campagnes publicitaires m'amènent des leads. Peut-être que ce soit sur ma liste mail, par exemple. D'ailleurs, si aller chercher plus de leads sur votre liste mail vous intéresse, sûrement que le webinaire du mois prochain va porter là-dessus. Donc, restez pas trop loin pour ça. Mais ça peut être côté lead. Ça peut être soit, je disais, des leads sur une liste mail, mais ça peut être aussi des leads, par exemple, des prospects qui font des demandes de soumission. Ce genre de prospects-là, ça peut être ça aussi. On peut viser plus de la notoriété. Donc, je veux développer la notoriété de ma marque pour peut-être que ça se transmette de certaines façons, comme le développement de points de vente, par exemple. Ou ça peut être aussi, tout simplement, je veux plus de trafic. Quand on a un objectif de trafic, c'est un peu plus particulier parce que c'est sûr que du trafic sur un site, ça ne veut pas dire grand-chose pour ma croissance d'entreprise. Avoir des visites pour avoir des visites, ça, bon, OK, pourquoi pas? Je peux me vanter que j'ai beaucoup de visites sur mon site, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a une réflexion à faire là de, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se transmet? Est-ce que c'est plus de visites sur mes articles de blog pour développer un certain lectorat, des gens qui vont venir lire mon blog? Est-ce que c'est de développer du trafic sur mes réseaux sociaux pour avoir plus d'abonnés? Bon, puis
ces choses-là, comment ils vont se transmettre réellement dans mes résultats d'affaires. C'est sûr qu'il y a une réflexion à faire là. C'est plus rare qu'on utilise un objectif de trafic pour ma stratégie publicitaire. D'ailleurs, quand on parle d'objectif ici, je ne parle pas nécessairement de l'objectif de ma campagne de pub. Ce n'est pas parce que j'ai un objectif de notoriété sur ma stratégie que toutes mes campagnes vont avoir un objectif de notoriété non plus. Donc, c'est à garder en tête quand même. Great. Je passe à la prochaine étape, mais plutôt prochaine composante, c'est le budget publicitaire. Le budget publicitaire, c'est toujours le truc un peu difficile à décider d'avance, mais qui est super important parce que c'est la contrainte qui va guider le plus notre stratégie. Si j'ai un petit budget, je ne ferai vraiment pas la même chose que si j'ai un très, très gros budget que je suis prêt à investir. Pour démarrer, si vous n'avez jamais fait de publicité, c'est sûr qu'un petit conseil, c'est de démarrer avec un budget qu'on est prêt à ne pas revoir tout de suite. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que peu importe la stratégie, peu importe à quel point tes produits se vendent déjà super bien ou que tes services sont géniaux ou que ton agence est vraiment très, très, très bonne, il n'y a jamais aucun moyen de garantir des résultats publicitaires. Donc, si tu commences pour la première fois, vas-y avec un budget que tu te dis, ben, si je ne le revois pas tout de suite, si ce n'est pas tout de suite rentable, puis s'il faut que je fasse plein de tests pour que ça marche, c'est correct, ça ne met pas mon entreprise en péril. Ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'il y a certaines entreprises qui vont préférer se dire, OK, comme budget publicitaire, je prends un pourcentage de mon chiffre d'affaires puis je viens l'investir en pub, la méthode un peu plus comptable. Sinon, il y a la méthode aussi de, ben, tant que ça marche, tant que j'ai des résultats, je suis prêt à monter le budget. À ce moment-là, il s'agit juste de commencer avec un budget avec lequel on est à l'aise. Et ensuite, bien, si on voit des résultats, on pourra l'augmenter, ce budget-là. Ce n'est pas coulé dans le béton, mais le budget initial, ça va nous aider quand même à déterminer cette envergure-là de stratégie. Puis, il y a Mélina aussi dans le chat qui dit qu'il y en a qui parlent d'un pourcentage d'un chiffre d'affaires. Certaines entreprises vont le faire. Ça dépend aussi de ta marge de profit. Ça dépend de les attentes que tu vas avoir. C'est sûr que dans des objectifs stratégiques de notoriété, de développement de marché, on y va plus comme ça parce que c'est des objectifs très long terme. Si je développe ma notoriété, ça ne m'amènera pas des ventes du jour au lendemain, ça va m'en amener sur plusieurs mois, voire même sur l'année. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, je ne peux pas me dire que j'attends des ventes tout de suite. Donc, souvent, on va plus y aller avec un pourcentage de chiffre d'affaires, tandis que sur des objectifs plus à court terme, genre un objectif de vente, on va plus y aller des fois sur un budget initial, puis ensuite, on regarde la rentabilité, puis on ajuste en fonction de ça. Puis, il y a Vincent qui demande, en général, ça ressemble à quoi le pourcentage du chiffre d'affaires? 2, 5, 10 ça dépend vraiment des entreprises et de leur marge de profit. Il y a des entreprises qui vont avoir des énormes chiffres d'affaires, mais des très petites marges. Donc, ça va être des plus petits pourcentages. Ça dépend de ton plan d'affaires, de ton plan marketing. Si tu y vas en mode attaque et que tu dis, je n'ai pas besoin d'être rentable, je veux y aller all-in, des entreprises qui font ça vont mettre des plus hauts pourcentages, même si parfois ça va gruger leurs profits. D'autres vont dire, moi, à l'année, je veux toujours être profitable chaque mois, donc vont y aller avec des plus petits pourcentages. Une fois qu'on voit qu'il y a de l'attraction, c'est plus facile de débloquer plus de fonds parce que, bien évidemment, tu vois que le 5 000 $ que tu investis en publicité, si tu vois qu'il te ramène 10 000, 15 000 ou 20 000, c'est plus facile de justifier cette augmentation-là ensuite, même si le pourcentage devient plus important. Donc, ça dépend toujours de ton entreprise, en fait. Cool, parfait. Donc, ensuite, autre point qui va absolument aller dans notre stratégie publicitaire, ce sont les plateformes qu'on va utiliser pour la pub. C'est logique, je fais de la pub où? Je fais de la pub peut-être sur Facebook, sur Instagram, sur Google, sur YouTube, sur Pinterest, sur TikTok, sur Bing. Bing existe encore, mesdames et messieurs. Il y a plein d'autres plateformes, comme je pense par exemple à Reddit. Il y a des réseaux de médias locaux. Je pense à Québécois, je pense à La Presse aussi, qui a récemment lancé sa plateforme de self-service où on peut soi-même créer ses campagnes et les gérer. Puis il y a plein d'autres réseaux d'affichage qui existent, comme par exemple AdRoll, qui permettent de s'afficher sur plein de sites web. Il y a 1 million de canaux publicitaires. Là, j'ai présenté les principaux. Il y en a, je pourrais en rajouter 50 sûrement, là, si on compte les native ads, la programmatique. Il y a 1 million de trucs plus ou moins complexes selon où est-ce qu'on est rendu, puis selon le budget qu'on a. L'idée initiale pour sa stratégie publicitaire, ça va être de se dire que je veux sélectionner les plateformes sur lesquelles ma clientèle cible se retrouve le plus. Puis, on va le voir un petit peu plus loin dans le webinaire. Il y a une façon ensuite qu'on va prioriser quelle plateforme on utilise. Mais pour commencer, c'est de se dire, OK, j'ai ma clientèle, où est-ce que je peux la rejoindre et j'ai mes objectifs, comment est-ce que je peux les atteindre? Où est-ce qu'elle est ma clientèle et comment est-ce que cette plateforme-là peut contribuer à mon objectif? Ça va être mes 2 grands points de réflexion sur mes plateformes, puis je vais y revenir par rapport à cette priorisation-là au niveau des plateformes. Ensuite, une fois qu'on a une bonne idée de nos plateformes publicitaires, il y a aussi les types de campagnes qu'on va faire sur ces
plateforme-là. Donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais sur chacun des canaux pour rejoindre les objectifs que j'ai? C'est sûr que si j'ai un objectif plus direct, comme un objectif de vente ou un objectif de prospect, bien, c'est sûr que je vais prioriser des campagnes qui vont mettre de l'avant mes produits ou mes offres pour générer des leads. Donc, ça va être souvent des campagnes à résultats plus directs sur, par exemple, Facebook, Instagram, Google, pour mettre de l'avant mes offres, parce que c'est sûr que c'est des réseaux qui vont être plus liés à ces objectifs-là. C'est des réseaux qui ont des très, très bons algorithmes aussi pour m'amener devant des personnes qui sont prêtes à acheter ou qui sont prêtes à s'inscrire. Donc, ça va être très fort de ce côté-là. Si j'ai des objectifs plus moyen-long terme, comme de la notoriété, de l'engagement, du développement de marché, c'est sûr que là, je peux prioriser des canaux qui vont, oui, être auprès de ma clientèle cible, très important, mais plutôt avec du contenu de notoriété ou un objectif de visibilité, de trafic peut-être vers mon contenu, ainsi de suite. Puis, une fois que j'ai ça, j'ai ma dernière composante de stratégie qui sont mes cibles et mes angles publicitaires. Ce qu'on aime assez bien de faire, surtout si tu développes ta stratégie puis ensuite tu veux la déléguer, par exemple, c'est d'avoir un premier point de oui, qui est-ce que je veux rejoindre, mais comment est-ce que je peux les rejoindre de la façon la plus efficace avec les données que j'ai déjà. Par exemple, OK, oui, je sais que ma clientèle, disons, je veux rejoindre les parents. Bon, en ce moment, pour vendre mes produits, comment est-ce que je fais pour les vendre aujourd'hui? Mes vendeurs, comment ils font? Sur mon site web, comment je m'y prends? Ainsi de suite. Donc, il y a déjà une réflexion à faire ici où je vais pouvoir me baser sur des données que j'ai déjà, peut-être en demandant à mon équipe marketing, mon équipe de vente, pour déjà sortir les arguments que j'ai pour vendre. Je ne vais pas partir de zéro dans mes pubs puis essayer de vendre quelque chose comme si je ne l'avais jamais vendu. On s'entend. Je vais me baser sur quelque chose qui existe déjà. Nous, c'est un exercice qu'on fait avec tous nos clientes et clients. C'est de s'asseoir avec eux et de dire, OK, parle-moi de ta clientèle, puis parle-moi de comment ce que tu fais en ce moment pour les convaincre d'acheter. C'est quoi les peurs qu'ils ont? C'est quoi les objectifs, les objections, les questions qu'ils vont te poser? Bon, on veut bien comprendre ça parce qu'après, dans le nitty-gritty, quand c'est le temps de faire les publicités, on veut déjà avoir ça en main pour ne pas partir de zéro puis essayer de sortir ça de notre chapeau. On a des vraies données, aussi bien s'en servir. Puis je vois qu'il y a des questions sur les différentes composantes puis leurs différentes distinctions. Je pense que les étapes qui s'en viennent vont pouvoir répondre à ça. Justement, on arrive aux étapes. Donc, je vois que le temps avance. C'est juste parfait. On va avoir le temps pour les questions, puis on va définitivement terminer avant midi. C'est parfait. Donc, il y a 4 étapes qu'on va faire pour planifier notre stratégie publicitaire. Maintenant qu'on sait ce qu'une stratégie doit comprendre, on va voir maintenant, OK, comment est-ce que je fais pour la planifier concrètement? Parce que là, c'est bon, là, j'ai peut-être plein d'idées ou peut-être que je commence à saisir un petit peu qu'est-ce que je devrais faire. Mais qu'est-ce qui me dit que je devrais faire une chose plutôt que l'autre, et ainsi de suite. Puis, honnêtement, l'affaire la plus importante d'une stratégie publicitaire, c'est d'être capable de bien prioriser. Puis, c'est au travers de ces étapes-là qu'on essaie de le faire au mieux. Puis, c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Donc, la première chose à faire, la première grande étape pour créer puis planifier sa stratégie publicitaire, c'est de creuser dans ce qu'on a déjà. C'est de partir à la découverte de son entreprise et de son marketing. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme je le disais tantôt, la stratégie de pub, ça s'attache beaucoup à la stratégie marketing. On ne part pas de zéro, on ne fait pas juste inventer des nouveaux objectifs pour ça. Donc, nos contraintes, nos grandes actions de marketing, on les a déjà, ils existent déjà. Donc, on veut comprendre ça, puis on veut voir qu'est-ce qui arrive. Dans notre cas, on s'assoit avec le client, puis on veut voir avec lui ou avec elle, qu'est-ce qui arrive pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des lancements de produits qui arrivent? Est-ce qu'on est dans une période plus forte dans l'année ou est-ce qu'on est dans une saison plus creuse? Est-ce que tu as des promos, des lancements qui vont arriver dans l'année, qui sont prévus? Peut-être des fêtes, une promo anniversaire, par exemple, qui revient chaque année. Ce genre de choses-là, on veut les comprendre. En marketing, qu'est-ce qu'on a déjà en place? Est-ce qu'on a déjà d'autres canaux? Est-ce qu'on investit déjà en SEO? Est-ce qu'on a une chaîne YouTube? Est-ce qu'on a un blog? Ainsi de suite. Et finalement, on va venir creuser aussi qu'est-ce qu'on a comme identité de marque aujourd'hui. On veut bien comprendre la ligne éditoriale des entreprises avec qui on travaille. Dans votre cas, c'est de bien comprendre votre propre ligne éditoriale, on s'entend. Ou si vous avez quelqu'un qui s'occupe de la publicité à l'interne, cette personne-là doit venir creuser ça et se dire « OK, je m'immerse dans la marque et ce que je vais faire, ensuite, doit représenter ça aussi. » Donc, c'est de comprendre la brand, c'est de comprendre les valeurs et ainsi de suite, parce que tout ça va venir influencer notre stratégie publicitaire. Je prends un exemple, c'est sûr que là, je ne découperai pas chacun des facteurs parce qu'il peut en avoir des dizaines selon l'entreprise, mais je prends l'exemple des périodes.
une entreprise qui vient nous voir et qui dit, bon, ben, j'ai jamais fait de publicité, j'aimerais ça tester, puis j'aimerais ça avoir un retour rapide. C'est sûr qu'on recommande à cette entreprise-là de commencer dans sa période forte parce qu'on le sait que les gens achètent plus facilement, on le sait que c'est là que les gens sont plus enclins à voir le tout. Au contraire, une entreprise qui dit, ben, en ce moment, c'est ma période creuse, mais ce que je veux développer, c'est mon marché, je veux un peu plus me faire voir, je veux développer des points de vente. Bien, c'est sûr que là, c'est moins dramatique de commencer en saison creuse parce que ben, on veut développer la notoriété. On n'est pas en mode retour direct. Donc, ce n'est pas le même objectif, puis ça va venir être influencé aussi selon les périodes. Donc, il y a vraiment ça à considérer. Pareil pour les actions qui sont prévues. Une action où on sait qu'il va y avoir des bons retours, par exemple un lancement d'un nouveau produit qu'on sait que les gens l'attendent ou que c'est un produit qui était discontinu depuis 1 an, qu'on sait que les gens se sont ennuyés puis que là, ben, on le ramène. C'est le genre de truc où on veut le savoir en publicité parce que ben, c'est une belle opportunité à saisir pour se dire OK, on le sait que ça va vendre, essayons de le faire vendre encore plus. Ou on le sait que on a un effort de PR qui arrive cet automne, bon, on va essayer de le mettre de l'avant encore plus pour développer notre notoriété et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment ça à garder en tête. Puis, tout ça, bien, ça vient influencer un peu ce que je vais faire ensuite parce que ça doit coller à ce que j'ai. Si je fais une stratégie publicitaire complètement à côté de ma stratégie marketing, bien, d'un côté, je vais avoir mon marketing vraiment planifié qui dit un truc, puis de l'autre côté, je vais avoir ma stratégie publicitaire qui dit autre chose, qui est un peu déconnectée. J'ai un lancement de produit, puis je n'en parle pas dans mes pubs. J'ai une période plus calme, puis je suis en train de vendre mes produits comme si on n'était pas dans la période plus calme, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment à garder en tête tout ça. Ensuite, avec nos paramètres, avec notre budget, avec nos contraintes de clientèle, de saison et ainsi de suite, on va venir sortir tout ce qui existe et ce qui est possible comme opportunité publicitaire. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on se met en mode aucune limite. Disons, j'ai pas vraiment de limite de budget, j'ai pas vraiment de limite de temps, je peux tout faire. Qu'est-ce que je peux faire comme publicité pour supporter mes objectifs marketing puis supporter les objectifs que je me suis donnés? Si je veux augmenter mes ventes, qu'est-ce que je peux faire? Ben, OK, je peux m'afficher sur Google Ads auprès des gens qui cherchent mes produits. Je peux m'afficher sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur TikTok, sur YouTube auprès des gens qui seraient dans ma clientèle cible et qui peut-être seraient éventuellement intéressés à acheter ce que j'ai à leur offrir. Je peux peut-être générer des leads pour amener des gens sur ma liste mail parce que j'ai du marketing par courriel qui tourne. Je peux peut-être développer un peu ma notoriété parce que j'ai un blog, j'ai du bon contenu, puis je pourrais faire amener des gens là pour qu'ils apprennent à découvrir ma marque. Bon, ben là, j'ai plein d'opportunités comme ça. J'en ai des dizaines au minimum. J'en ai vraiment, vraiment beaucoup et d'opportunités de campagne et d'opportunités sur différentes plateformes. Et évidemment, on s'entend, ce ne sera jamais possible de tout faire et ce ne sera jamais possible de tout sortir. Dans le sens où pour quelqu'un qui fait sa première stratégie publicitaire, c'est sûr que cette personne-là va peut-être oublier des choses ou peut-être juste pas savoir exactement que quelque chose existe parce que des fois, il y a des opportunités qui viennent d'arriver ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas un problème en soi. L'idée, c'est d'avoir un bon point de départ. C'est sûr que si j'ai un plus gros budget, ben, je vais peut-être aller voir des spécialistes pour m'aider à sortir ces opportunités-là. Mais au strict minimum, là, si je me dis, ben, check, mon budget est limité, j'aimerais ça commencer à penser à la pub, je peux commencer par moi-même, faire des recherches aussi. C'est un très, très bon début. Il y a beaucoup de contenu gratuit en ligne qui permet au moins de mettre la table sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que je pourrais faire, puis qu'est-ce qui me semble plus intéressant qu'un autre, qu'est-ce qui me semble plus avantageux comme opportunité que quelque chose d'autre. Oui, voilà. Donc, je parlais de qu'est-ce qui me semble plus avantageux que quelque chose d'autre. C'est là où on est rendu, en fait. Une fois que j'ai sorti toutes mes opportunités puis que je les ai mis sur la table, donc que j'ai sorti, OK, tout ce que je pourrais faire, voici tout ça. C'est là que je vais devoir couper puis décider qu'est-ce que je fais pour vrai. C'est le temps de prendre mes opportunités et de définir qu'est-ce que je vais mettre en place, mais surtout dans quel ordre. Parce que ben, mon budget me limite. Je ne peux pas, si j'ai 2 000 $ par mois à mettre en publicité, par exemple, ben, je ne peux pas faire 12 campagnes en même temps sur 14 plateformes. Ça ne ferait aucun sens. Non seulement ça me prendrait beaucoup trop de temps, ça prendrait beaucoup trop de temps à mon équipe, mais en plus de ça, je me ramasserais à mettre 20 ou 30 $ par mois, par plateforme, par campagne. Ce serait tellement, tellement déconstruit, ça ne me donnerait rien, puis ça ne servirait à rien. Je serais comme un spread too thin. Donc, c'est sûr que ce n'est pas ça qu'on veut faire.
L'approche qu'on a pour prioriser, c'est une matrice que j'ai dessinée spécifiquement pour le webinaire. Bon, moi, je l'ai dessinée sur Paint. On s'entend que c'est Marie-Soleil, qui est designer dans notre équipe, qui l'a refaite en beaucoup mieux. Là. On se parle là-dessus. Il faudrait que je mette un jour un avant-après, en tout cas. Mais on a sorti comment est-ce qu'on fait pour prioriser nos opportunités publicitaires et ça nous donne un schéma à 4 cadrans. On a 2 axes. On a l'axe de l'impact, qui est l'axe vertical. Donc, à quel point est-ce que ma campagne ou mon opportunité peut m'amener un gros impact sur mes objectifs. Par exemple, à quel point cette campagne-là peut m'amener beaucoup de ventes ou beaucoup de notoriété, ainsi de suite. Et l'autre axe, c'est à quelle vitesse est-ce que ça va arriver. Donc, c'est quoi la rapidité d'impact de cette opportunité-là? Parce que les 2 éléments ne sont pas toujours corrélés. Une campagne qui peut m'amener beaucoup de ventes, bien, ça se peut que ça prenne 6 mois avant de les amener. Puis une autre campagne qui peut m'amener un petit peu moins de ventes, bien, ça se peut que ça prenne quelques jours et que ce soit une opportunité plus intéressante pour moi en ce moment. Donc, on doit prendre nos opportunités et essayer de venir les découper au meilleur de nos connaissances. Ici, il y a plein d'hypothèses, on s'entend. Mais au meilleur de nos connaissances, on va venir les découper dans ces 4 cadrans-là. Premièrement, on a nos meilleures opportunités, nos quick wins. C'est d'ailleurs avec ça qu'on va commencer chez presque tous nos clients qui n'ont jamais fait de pub. C'est de se dire, OK, est-ce que j'ai des campagnes publicitaires ou des opportunités qui peuvent m'amener beaucoup de résultats vite? Parce que quand je commence à investir en pub, généralement, j'aime ça avoir un retour sur investissement rapide. J'aime ça montrer vite que ça fonctionne pour me rassurer puis me dire, check mon budget, je l'investis dans quelque chose d'intéressant puis je n'ai pas à attendre 1 an ou 2 ans avant de voir ce truc-là porter fruit. Donc, c'est des opportunités qui vont amener beaucoup de résultats vite. Par exemple, là, je sors quelques exemples pour... on va souvent se fier sur qu'est-ce qui fonctionne en ce moment pour l'entreprise. Pour une boutique en ligne qui vend déjà certains produits un peu plus que les autres, puis qui fait des ventes, que ces produits-là sont faciles à comprendre, que sont relativement abordables, que c'est des commandes de quelques dizaines de dollars, par exemple, c'est sûr que mettre de l'avant ces produits-là directement, c'est une opportunité quick win. De prendre les produits qui se vendent bien et de les mettre de l'avant, souvent, ça va bien fonctionner. Pour une entreprise qui vend des formations en ligne avec des funnels de vente par mail, puis que c'est en ce moment ça qui vend le plus puis qui fonctionne bien, c'est sûr que de prendre la génération de prospects, la génération de leads qui fonctionne déjà en ce moment et de la mettre en pub, souvent c'est un quick win parce que c'est l'endroit, l'opportunité publicitaire qu'on a où on est le plus confiant qu'on va avoir beaucoup de résultats vite parce qu'on le sait que le système fonctionne. C'est souvent la première étape qu'on va faire et évidemment, c'est des hypothèses. On s'entend là-dessus. Mais c'est l'hypothèse qu'on a où est-ce qu'on a le plus de confiance, puis où est-ce qu'on pourrait dire que les chances sont le plus alignées de ce côté-là. Donc, premier cadran, nos quick wins, nos opportunités intéressantes. Ensuite, on a nos 2 cadrans en diagonale en haut à gauche et en bas à droite. Je vais commencer en haut à gauche, les slow wins. Les slow wins, c'est, on s'entend, des opportunités qui vont amener un gros impact, mais que ça va être plus long avant de le voir, cet impact-là. Je pense notamment à des campagnes de notoriété puis de contenu. Pour pratiquement n'importe quelle marque qui veut se développer en ligne puis augmenter ses ventes puis croître, développer sa notoriété puis être vu puis faire voir son contenu, c'est généralement très, très, très payant. Mais ça ne paye pas à court terme. C'est quelque chose qui va super bien marcher sur 6 mois, sur 1 an et sur plusieurs années parce qu'on va voir de plus en plus ta marque, on va s'en souvenir. Puis ensuite, quand on va voir le reste, quand on va être prêt à acheter, quand on va voir ton produit en magasin, par exemple, on va se souvenir de toi puis ça va augmenter tes résultats de cette façon-là. Sauf qu'à court terme, dans mes premières semaines, je ne verrai rien puis j'aurai rien. Fait que si je veux rentabiliser ce budget-là à court terme, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est pour ça qu'on va appeler ça des slow wins, des éléments qui vont amener un gros impact, mais un peu plus à long terme. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose à planifier. Je veux faire ça éventuellement parce que plus vite je le commence, plus vite ça va finir par payer, plus vite ça va être intéressant pour moi. Ça ne me mènera pas de rentabilité court terme. Donc, je ne commencerai pas avec ça, mais rapidement, en dedans de quelques mois, je vais vouloir commencer à mettre en place peut-être un petit budget pour de la notoriété ou un petit budget pour du contenu si j'ai déjà un blog ou ce genre de choses-là, par exemple, parce que ça va payer à moyen terme. Il faut juste que je commence à l'exploiter à un moment donné. Ensuite, on a nos minor wins, donc des éléments qui vont amener une rapidité d'impact élevée, donc des résultats vite pour mon entreprise, mais pas tant que ça non plus. Pas beaucoup de résultats, en fait. Donc, pas beaucoup de résultats, mais vite. Donc, à ce moment-là, ces opportunités-là, on va vouloir les évaluer une par une. Parce que, bon, c'est vrai, il n'y aura pas un gros impact, mais certaines de ces opportunités-là peuvent être intéressantes. Par exemple, un des
une des campagnes qu'on met souvent en place chez nos clientes et clients, qu'on peut considérer comme un minor win, c'est notre campagne qu'on appelle un sidekick funnel. C'est une campagne qui est à mi-chemin entre de la notoriété et du contenu, puis c'est des publicités qui ne vont pas servir à vendre, qui ne vont pas servir à générer des prospects, mais qui vont juste servir à partager les valeurs de l'entreprise, présenter l'équipe. Des fois, c'est défaire des mythes un petit peu sur le domaine. Je pense par exemple à nos clients Shop-moi ça, qu'on a une publicité dans ce Sidekick Funnel où on explique pourquoi. Shop-moi ça, c'est des boîtes cadeaux de produits québécois. On explique pourquoi. Tous les produits sont des produits québécois. Pourquoi on a fait ce choix-là? Peut-être que ça fait que les boîtes coûtent plus cher, mais voici pourquoi. C'est les valeurs de l'entreprise, c'est important pour nous, et ainsi de suite. C'est plein de publicités qu'on va adresser à des gens qui connaissent déjà l'entreprise et qui sont en réflexion de leur processus d'achat. Cette opportunité-là, elle ne fait pas doubler les ventes. On s'entend. Présenter l'équipe, présenter l'histoire, les valeurs, c'est très, très bien. Ça ne fait pas exploser les ventes et on ne s'en sert pas nécessairement comme notoriété parce que les gens découvrent les produits en premier avant de vouloir découvrir l'équipe de l'entreprise. C'est assez logique. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça l'aidait aux ventes ensuite. C'est que cette campagne-là faisait en sorte que les gens développaient une meilleure relation avec l'entreprise et devenaient plus fans, achetaient plus souvent. C'est difficile à mesurer, mais on voit un certain impact, assez pour se dire, check, c'est pas la panacée, on ne va pas doubler tes ventes cette année grâce à ça, mais mettre un petit budget là-dedans, c'est intéressant, on voit un impact, donc mettons-le, faisons-le, créons quelque chose pour ça. Ça ne va pas demander trop d'efforts, mais ça va amener quand même ses résultats, puis ça va payer. Donc, il y a des opportunités comme ça à garder en tête. On est très fan du Sidekick Funnel d'ailleurs. Il y a des articles sur notre blog là-dessus si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais c'est des opportunités qu'on a. C'est un peu de résultats, mais surtout que ça peut avoir un impact rapidement. Finalement, notre dernier cadran, c'est nos opportunités qui sont à revoir. Donc, c'est des opportunités qui ne sont pas vraiment intéressantes, juste parce que ça n'amènera pas beaucoup de résultats et ça va être long avant de voir ces résultats-là. Donc, c'est soit parce que peut-être ça ne nous permet pas de rejoindre notre clientèle, c'est soit peut-être parce que ça nous permet de rejoindre notre clientèle, mais cette clientèle-là est vraiment pas prête à acheter, c'est trop loin, ça ne fait pas de sens pour nous d'investir là-dedans en ce moment. Donc, il y a une réflexion à faire, puis il y a certaines opportunités qu'on va vouloir mettre là pour se dire, elle existe, je pourrais faire ça. Mais en ce moment, ce n'est vraiment pas ma priorité. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et ainsi de suite. Donc voilà. Puis pour répondre à la question de Eve, est-ce que ce Sidekick Funnel est fait en retargeting? Dans ce cas-ci, oui. Il y a certains clients pour qui on le fait aussi auprès d'un public froid, mais dans l'exemple que je prenais, oui, tout à fait. Voilà. Donc, j'ai priorisé un petit peu mes opportunités et tout ça. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu ma map de fait. Donc, je sais vers quoi je vais m'en aller en premier. Je vais revenir sur la matrice juste pour bien résumer. Là. Je commence par mes quick wins. Je vais mettre en place ce que je considère qui me mène le plus de résultats le plus vite possible. Ensuite, je planifie rapidement mes slow wins, donc les éléments que je sais qui vont m'amener quelque chose, mais à moyen long terme. Je regarde qu'est-ce que j'ai dans mes minor wins, dans mes éléments impact plus faible, mais rapidité d'impact élevée. Qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans qui serait intéressant? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que mon budget me le permet? Puis finalement, pour le reste, je garde ça pour plus tard. Et je vais venir garder toutes ces opportunités-là parce que ça se peut que ça change au fil du temps aussi. Donc, on arrive à l'étape finale ou l'étape qui va se faire en continu. Une fois que j'ai priorisé un petit peu tout ça, je vais venir tester le tout finalement. Parce que comme j'ai dit, c'est basé sur des hypothèses. C'est basé sur, je suis assez confiant que cette campagne-là va m'amener des bons résultats assez vite sur le terrain. Est-ce que ça va être le cas ou non? C'est le temps de le voir. Donc, je mets en place mes différentes campagnes. Je commence par mes quick wins et je regarde finalement, est-ce que mes hypothèses sont vraies? Est-ce que ça fonctionne bien ou est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas prévu, qui change un petit peu la donne? Donc, si d'un côté, j'ai des résultats positifs, je vois que je me dirige vers mes objectifs. Si c'était un objectif de vente, je vois que je suis rentable, je vois que je génère assez de ventes. Si c'est un objectif de notoriété, peut-être à court, moyen terme, je commence à avoir un peu de traction. Je commence à voir peut-être que les gens parlent plus de mes produits, les achètent un petit peu plus, ainsi de suite. Là, j'entre en mode test et optimisation. Donc, je ne vais pas changer le tout pour le tout parce que je le sais que ça commence à fonctionner. Je vois des premiers résultats. Donc, je vais optimiser. Je vais tester des nouvelles pubs. Je vais tester du nouveau contenu. Je vais changer de ciblage. Je vais faire plein de petits tests comme ça que je n'élaborerai pas ici parce que ça pourrait être encore plusieurs heures de plus. Mais je vais venir un peu optimiser le détail plus que la stratégie au complet parce que je vois que ma stratégie fonctionne bien et je vais être plus en mode développement. De l'autre côté, si malheureusement, je vois que mes résultats ne sont pas suffisants, que je voulais des ventes, mais en ce moment, j'en ai vraiment pas assez pour justifier mon budget, ou que je voulais développer ma notoriété, mais regarde, ça fait plusieurs mois et il n'y a rien qui se passe. Vraiment, j'ai aucune demande client,
c'est complètement mort, les gens ne semblent vraiment pas connectés avec mes pubs, ça ne marche pas. Ben là, on s'en va en mode pivot. On s'en va, on retourne à la table d'essai, on retourne au plan, puis on dit OK, cette opportunité-là, je m'attendais à ce que ça marche bien, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'avais quelque chose d'autre en quick win que j'aurais pu mettre en place que là, j'ai priorisé? Est-ce que j'avais d'autres choses à planifier que je vais mettre un peu plus vite de l'avant? Est-ce que je vais changer un peu l'ordre, en gros, dans mes cadrans pour me dire OK, maintenant que j'ai ces infos-là, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis des fois, les tests comme ça qui ne fonctionnent pas, ça va me donner d'autres réponses. Par exemple, hey, mes pubs de vente semblent bien fonctionner, j'ai des ventes, mais les gens n'achètent pas assez. Mon panier moyen est trop bas. Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, je ne vais pas juste scraper ma stratégie puis recommencer de zéro, mais je vais me dire, OK, mon panier moyen est trop bas, les gens ne commandent pas assez, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ça? Puis là, c'est un point qui va se relier à mon marketing. Je vais voir qu'est-ce que je peux changer peut-être sur mon site, dans mes offres et ainsi de suite pour augmenter mon panier moyen. Peut-être aussi dans mon message publicitaire. Donc, il y a toujours un entre-deux où on ne va pas se dire, tant pis, on met tout aux poubelles puis on recommence de zéro, mais on va quand même garder ça en tête. Puis, comme c'est indiqué, ensuite, l'optimisation, l'amélioration de la stratégie, ça se fait en continu. Avec nos clientes et clients, souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est à chaque mois, on va leur demander de nous tenir au courant sur leur stratégie marketing. Donc, qu'est-ce qui arrive pour eux dans les prochains mois? Qu'est-ce qui se passe? Puis nous, généralement, plusieurs fois par année, au moins à chaque 3 mois, on va regarder, OK, on le sait que c'est ça qui arrive, on le sait que c'est ça qu'on prévoit, mais sur le big picture, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que par rapport à l'année passée, tout va bien, tes trimestres vont comme prévu, tes objectifs? Puis des fois, ça vaut la peine d'avoir ce big picture-là parce que des fois, on a des objectifs qui sont un petit peu plus moyen terme, genre je veux augmenter mes ventes. Puis après ça, on se rend compte que, hey, regarde, oui, j'augmente mes ventes au Québec, disons, mais c'est vrai qu'il y a ce marché-là que je voulais développer puis que là, on ne priorise pas. Peut-être que ce serait intéressant de le faire. Donc, il y a toujours cette réflexion-là à avoir de où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je priorise, et ainsi de suite. Puis, je vais en profiter en même temps pour répondre à la question d'Annabelle qui demandait c'est quoi le split budget que vous recommandez généralement entre les quick wins et les autres? Souvent, ce qu'on fait pour commencer, puis je vais même revenir à ça, c'est pour beaucoup de clients, on va aller que en quick win. Parce que si tu arrives et tu dis, check, j'ai 1000, 2000, 3000 $ par mois en pub pour commencer, puis je veux des ventes, si on va un peu partout à la fois, ça va être assez vite qu'on va diluer notre budget, puis assez vite qu'il y aura moins d'impact. En priorisant mes quick wins, je me dis, je vais mettre mon premier budget publicitaire que j'ai et je vais essayer de le rentabiliser le plus vite possible et le plus possible pour qu'ensuite je débloque du budget pour la suite. Par exemple, le cas typique, c'est vraiment le cas d'une boutique en ligne. Je vais commencer par vouloir générer le plus de ventes possible à court terme, donc aller chercher mon marché qui ne me connaît pas encore, mais qui a besoin de moi rapidement, vendre les produits et avec ce profit-là, me faire une loupe ou une roue de profitabilité où est-ce que je me dis, chaque mois, disons, j'investis 2000 $ en investissement publicitaire, puis je vends pour 10 000 de plus. Bon, là, avec mon 10 000 de vente, OK, je vais peut-être prendre une partie de ces profits-là puis essayer de l'investir dans mes slow wins. Puis là, tranquillement, comme ça, je vais construire ma stratégie. Rien de pire qu'une stratégie qui est en déficit toute l'année puis qu'on espère que l'année prochaine, ça va fonctionner. Notre but avec la majorité de nos clients, sauf pour certains que ça va être des stratégies vraiment plus différentes ou plus long terme, mais la majorité de nos clients, ça va plus être, on veut que chaque mois, ce soit profitable. On veut que chaque mois, ça rembourse nos frais, ça paye la pub, bref, que l'entreprise en aille plus dans ses coffres que ce qu'il y avait au début. Donc, on priorise les quick wins. Puis ensuite, on vient construire le reste qui est plus sur le long terme. On vient dire, OK, là, je dégage du bon profit, ça marche bien. Je vais mettre une petite partie de mon budget, peut-être un 10-20% sur mes slow wins. Je vais commencer à planifier un peu le tout. Quand je vois que ça paye, quand je vois que mes ventes augmentent. Depuis l'année passée, j'ai doublé mes ventes. Là, on va commencer à en mettre un peu plus et ainsi de suite. C'est souvent comme ça qu'on roule parce que c'est très, très rare les entreprises qui vont dire, OK, moi, je suis prêt aujourd'hui à investir beaucoup plus que ce que j'ai comme profit ou ce que j'ai comme revenu parce que je le sais que ça va payer dans 1 an. C'est difficile d'être à perte aussi longtemps juste pour comme espérer que ça fonctionne. Puis en même temps, nous, ces tests-là, ça permet de confirmer nos hypothèses, puis on avance moins aussi dans le vide en espérant que ça marche. On veut, en fait, une stratégie publicitaire basée sur l'espérance, c'est rarement très, très efficace. Donc, c'est sûr qu'on essaie de prioriser ça comme ça. J'espère que ça répond à ta question. All right, je vois que le temps avance, donc on arrive à la fin. Finalement, si je voulais terminer tout ça, je dirais que pour nous, en réfléchissant à tout ça puis en essayant de le décortiquer le plus simplement possible, de comment est-ce qu'on fait la stratégie publicitaire, pourquoi est-ce que tu devrais en faire une, le bénéfice le plus important que j'en ai ressorti, c'est le côté vision.
ça ne te prend pas nécessairement de stratégie publicitaire pour déterminer quelle campagne je devrais faire en premier puis pour les prioriser. Ça aide beaucoup, mais tu peux avoir de la chance de faire une première campagne, que ça fonctionne bien puis construire à partir de ça. Par contre, ce qu'une stratégie te donne, c'est la vision de ce qui arrive. On le voit avec notre clientèle, on le voit même chez les entreprises de collègues, d'amis et tout ça. Le fait de toujours avoir un petit coup ou deux d'avance puis de savoir qu'est-ce qui arrive pour toi dans tes pubs, bien, ça t'aide vraiment à être plus serein sur ce qui se passe. Parce que des campagnes qui ne fonctionnent pas, ça l'arrive. Puis des campagnes qui explosent plus que prévu, ça l'arrive aussi. Puis le fait de savoir, bon, ben, peu importe ce qui arrive, je le sais, c'est quoi ma prochaine étape, ben non seulement ça l'aide à déstresser, j'ai plus de fun à faire mes pubs parce que je lance quelque chose, je le teste. Si ça marche, je le sais que je m'en vais là. Si ça ne marche pas, je le sais que je m'en vais là. C'est tellement plus facile à gérer. Pour nous, ça enlève aussi un point de stress avec nos clients. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui se passent et tout ça, mais ça reste que ça nous enlève cette partie-là d'incertitude parce que, bon, ben, évidemment qu'on ne peut pas garantir que ça marche, mais si ça ne marche pas, voici la prochaine étape, voici le prochain test, voici là où le budget va s'en aller pour tester autre chose, pivoter ci, pivoter ça. Puis en fonction des réponses que tout ça nous donne, bien, ça va changer la suite, mais au moins nos prochains mois sont quand même assez bien setupés. On a une bonne idée de ce qui se passe, puis on ne fait pas juste improviser, puis réagir, puis retourner sur nous-mêmes, puis arriver chaque semaine en paniquant. Puis j'ai vu beaucoup d'entreprises comme ça dans des appels de deuxième avis, de consultation, arriver et dire, ben, là, il s'est passé ça, je ne savais pas quoi faire, j'ai fait ça. Là, il s'est passé ça, je ne savais pas quoi faire, puis ainsi de suite. Ben, c'est sûr que d'essayer de réagir comme ça en paniquant à chaque fois, ça ne fait jamais les meilleurs résultats. Donc, pour moi, c'est vraiment l'avantage principal d'une stratégie publicitaire. Puis c'est pour ça que je voulais à ce point-là le marteler. Voilà. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, au final, c'est sûr que, bon, là, je vous ai présenté le plan puis les étapes, les grandes étapes pour structurer sa stratégie publicitaire. Dans toutes ces étapes-là, il y a plein d'entreprises qui vont dire hey, regarde, c'est trop complexe pour moi, j'ai aucune idée de ce que je fais en pub, puis qui vont vouloir le déléguer. Il y en a d'autres qui vont dire hey, je peux faire la moitié de tout ça, puis juste aller me chercher un petit avis, un petit check-up d'un prestataire en publicité, par exemple, pour me dire ben, regarde, ça, c'est une bonne idée, ça, tu devrais changer ça. Il y a plein de façons de le faire selon le budget aussi, mais c'est sûr qu'avoir une stratégie, c'est essentiel pour démarrer en publicité. Je ne sais pas s'il y avait des questions, je vais rester quelques minutes pour ça. Il y a Joanie qui demande quels médias traditionnels sont encore utiles à votre avis? Bonne question. Il y a beaucoup de personnes qui font de la publicité en ligne qui vont assez rapidement jeter tout le côté traditionnel. Je ne fais pas partie de ces gens-là. C'est sûr qu'il y a souvent des campagnes traditionnelles, ça va coûter plus cher ou ça va être moins avantageux niveau coût de diffusion que des campagnes de publicité en ligne. C'est sûr que moi, une entreprise qui vient me voir et qui me dit ben, j'ai quelques milliers de dollars à mettre en pub, j'ai un budget limité. Le traditionnel, c'est rarement la première option parce que ben, dans notre cadran, c'est rarement ce qui va être le plus impactant rapidement. Par contre, pour le côté notoriété, pour le côté crédibilité aussi, pour le côté développement, ça vaut la peine d'y penser. En première étape, parce que c'est une étape un peu plus abordable et qui peut être un petit peu plus stratégique, je penserais que c'est moins traditionnel, c'est à mi-chemin, mais j'aime bien conseiller à nos clients d'aller voir du côté PR. On travaille notamment avec Kim Auclair, je ne sais pas si vous la connaissez, excellente de ce côté-là. On a travaillé avec elle, nous aussi, pour ça. Mais le côté PR peut être vraiment intéressant pour avoir un pied dans le côté média, que ce soit en personne, que ce soit à la télé, que ce soit dans les journaux, que ce soit aussi dans les médias en ligne, on s'entend, ou même dans les podcasts. Puis ça peut faire un bon pas vers ces choses-là qui va coûter normalement en tout cas moins cher parce qu'on va plus y aller avec du contenu. Mais c'est toujours à réfléchir selon ton entreprise, selon où est-ce que tu es rendu, puis selon le budget, évidemment. Il y a Valentin qui dit « Merci Charles pour tous ces conseils. C'est super intéressant de prendre en compte une vision long terme et avoir une stratégie globale pour l'entreprise. » Bien d'accord avec toi. Ça change tout le temps, on s'entend là. Nous, à chaque 3 mois, avec nos clients, on repriorise des choses parce qu'on se rend compte que hey, ce produit-là, on pensait le lancer, mais finalement, on n'a pas le temps. Finalement, il se passe telle autre affaire, et ainsi de suite. Mais ça reste que c'est très, très, très avantageux. Ben, merci beaucoup tout le monde. Je vais rester encore une minute ou deux, voir s'il y a des questions. Si jamais vous avez d'autres questions, vous écoutez le replay. Premièrement, n'hésitez pas à mettre en commentaire les questions. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire. J'ai mis l'adresse ici, charles@agenceantilope.com. Ça va me faire plaisir de répondre, ou même sur LinkedIn, Charles Davignon. N'hésitez surtout pas. Je vois qu'il y a plusieurs d'autres questions. Joanie demande autre question, contenu vidéo ou statique sur le numérique? Les deux. Il n'y a pas de bonne réponse à ça parce que
il y a des parties de ton audience qui vont mieux réagir à ton contenu vidéo, puis il y a des parties qui vont mieux réagir à du contenu plus statique, donc des publicités avec des images. C'est rare qu'on fait des campagnes publicitaires sans avoir les deux. Les seules fois qu'on va juste avoir un ou l'autre, c'est si des fois on est un peu pressé par le temps parce qu'il faut saisir une opportunité, puis peut-être on n'a pas le temps d'aller aussi loin que faire des vidéos, ou que le budget est limité. C'est sûr que ça va aussi changer, mais je ne jetterai pas un pour utiliser que l'autre. Des fois, on se rend compte que sur des campagnes, les vidéos marchent vraiment mieux, puis des fois, c'est l'inverse. Il n'y a pas un discours qui peut être cookie cutter pour ça, malheureusement. Eve demande, est-ce que tu aurais un exemple visuel du plan? Dans le fond, si tu veux, les slides vont être disponibles avec le replay. De notre côté, c'est sûr que les plans qu'on va faire sont détaillés pour nos clients, donc ça change pas mal. Puis d'ailleurs, ce qu'on aime faire, c'est plus dans notre approche à nous, mais tu peux faire le plan un peu de la façon que tu le souhaites. C'est qu'on ne va pas aller vers un gros PDF de comme 50 pages avec toutes ces infos-là, juste parce qu'on se rend compte que nos clients souvent ne le liront pas, puis que ça ne va pas être vraiment utile. On va plus y aller en plusieurs appels où est-ce qu'on va faire des différentes présentations pour ça. Donc, premièrement, on va regarder, OK, c'est quoi nos opportunités? On va les prioriser. On s'accorde avec le client pour voir, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que tout fonctionne? Puis c'est ensuite souvent qu'on va aller un peu plus attaquer les angles publicitaires et tout ça. Mais on va plus s'en servir pour nous que pour créer finalement ce document-là. C'est rare que c'est utile, en tout cas pour la clientèle qu'on sert. J'ai de la difficulté à comprendre mes résultats et savoir si c'est bon ou pas quand ajuster la campagne, considérant que je ne vends pas un produit précis. Nous souhaitons surtout aller chercher de la notoriété. En notoriété, ce qui est fun avec la notoriété, c'est que souvent ça marche. Mais pour le savoir, on ne peut pas vraiment le savoir. Il n'y a pas de chiffre exact dans ta campagne qui va te dire oui, ta notoriété a vraiment marché puis va avoir un vrai impact ou peut-être pas non plus. Les meilleures métriques pour savoir si ta notoriété fonctionne, c'est de voir est-ce que je continue à générer plus de ventes de clientèle que je ne comprends pas d'où ils proviennent. Donc, est-ce que quand je fais des marchés, les gens y arrivent et font « Hey, j'ai déjà entendu parler de ta marque. » Est-ce que les ventes en magasin augmentent tranquillement? Est-ce que les visites organiques, les taux de clics, tout ça, est-ce que quand les gens me voient, ils me reconnaissent plus vite? C'est vraiment ça qui va faire une indication de ce que ma notoriété fonctionne, mais ça peut prendre plusieurs mois. Puis, il y a d'autres façons aussi. Si c'est pour développer un marché, il y a beaucoup de notre clientèle, par exemple, qui vont dire on est au Québec, on veut avoir des points de vente en Ontario. Nous, ce qu'on va faire souvent, c'est que si j'ai un rep qui fait du développement à Toronto, je vais faire une campagne de notoriété spécifiquement à Toronto pour être sûr que si on est capable que le rep entre dans une boutique, dise « Hey, ça vous tente-tu d'avoir ces produits-là? » Puis que l'entreprise a déjà entendu parler du truc à cause de la publicité, c'est vraiment tant mieux. Là. Donc, ça va être ça. Merci à tout le monde qui disent merci, puis merci à ceux qui s'en vont. Là, je sais qu'on arrive à la fin. Il y a Marie-Laurence qui dit « Et je me demande toujours si mon budget est trop haut. Exemple, mettre X $ pour une semaine de diffusion. As-tu un bon truc pour savoir combien investir? » Considérant que tu parles de notoriété, c'est sûr que notoriété, ce qu'on aime faire avec nos clients, c'est sûr, c'est d'avoir une stratégie plus long terme, plus par exemple sur l'année. Parce que, pour que ça fonctionne, la notoriété, il faut être présent un peu tout le temps pour que les gens nous retiennent et ne nous oublient pas, surtout s'ils n'ont jamais acheté auprès de nous ou qu'ils n'ont jamais vraiment fait affaire avec notre marque. À moins que tu aies des offensives spécifiques. Je pense par exemple à nos clients Miel Eco qui ont le défi pissenlit qui arrive à chaque année pour inciter les gens à laisser les pissenlits sur leur terrain pour développer un peu la biodiversité puis aider les abeilles. C'est sûr que ce genre de choses-là, ça peut être intéressant de faire de la notoriété sur une initiative en tant que telle, mais c'est toujours bon d'en avoir un peu à l'année. Fait que c'est de regarder, OK, mon budget, comment je peux le diviser sur toute l'année. Puis là, ça dépend vraiment de la performance de l'entreprise, de où est-ce qu'on est rendu et ainsi de suite. En termes de campagne publicitaire sur Meta, quelle fréquence de révision recommandes-tu? Certaines offres à la semaine, certains offrent à la semaine, d'autres au mois. Le dicton dit « Si c'est pas brisé, touche-y pas ». Très bonne question, Brian. Je te dirais qu'il y a deux choses. Si tu as des objectifs directs puis que tu es capable de le mesurer, genre tu as une campagne de vente qui va aller chercher des ventes maintenant puis qui fonctionne, c'est sûr que tu veux toujours être en train de rajouter des publicités dans cette campagne-là. Tu ne veux pas tout arrêter puis repartir quelque chose de nouveau. Mais nous, ce qu'on recommande généralement, c'est au moins une fois par mois, une fois par 2 mois, selon ton budget. Viens rajouter quelques publicités, puis viens enlever celles qui performent moins. Comme ça, si par exemple, tu as 5, 6 ou 10 pubs, enlève les 3-4 qui marchent moins, rajoute-en 3-4. Puis comme ça, tu auras toujours des bonnes pubs prêtes à rouler. Puis le jour où tes super bonnes pubs arrêtent de fonctionner, tu en as d'autres
qui sont déjà en challenger, qui vont être prêtes à prendre leur place, parce que toute bonne pub a une fin, malheureusement. Donc, on aime ça toujours en avoir d'autres qui sont prêtes. Puis, c'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon à toutes les pubs. On le voit, là, on a souvent plusieurs pubs qui vont nous amener beaucoup de résultats. Fait que c'est toujours bon de renouveler ça. Cela dit, une campagne qui marche bien, moi, je la désactive pas. Si ça marche, si on a des résultats, puis évidemment, ben, si ça suit pour le client, on est good avec ça aussi. Dominique qui dit qu'il faut quand même faire un plan bien structuré. Tout à fait, tout à fait. Surtout si on le délègue, en fait. Là. Ça va être, ou qu'on le délègue à son équipe ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit très clair parce qu'on ne veut surtout pas faire quelque chose et devoir backtracker là-dessus. Quand tu parles de quick win, est-ce que tu parles seulement de sponsorisation? As-tu des exemples pour m'aider à comprendre? Ça pourrait être, par exemple, une campagne de publicité Facebook pour mettre de l'avant une certaine offre. Ça, ce serait, mettons, une opportunité publicitaire que je pourrais faire. Un exemple comme ça. J'accélère un petit peu dans ma réponse de question parce que je vois que le temps file. Il y a Sabrine qui demande pour une campagne Leads, on a tendance à prioriser Meta. Est-ce que d'autres plateformes sont intéressantes à explorer, surtout pour un secteur OBNL où l'on aura tendance à favoriser les quick wins? Je resterai sur Meta. C'est généralement la plateforme la plus intéressante de ce côté-là. Les bannières, par exemple, sur les sites web, je pense à de la pub sur Google, ce genre de choses-là, ça va généralement t'amener des leads moins qualifiés. C'est vraiment sur Facebook et sur Instagram que les gens sont plus habitués de fonctionner de cette façon-là, de laisser leurs informations aussi. Donc, je resterai là, surtout si tu veux favoriser les quick wins. C'est peut-être pas intéressant d'aller tester ailleurs. Là. Je te recommanderais de rester là. Cédric demande peut-être la dernière question. Je sors un peu de la question stratégique. Dans les campagnes Google Ads, la meilleure pratique aujourd'hui au vu de l'algorithme, mots-clés en requête large ou en expression? Réponse de marketeur, je vais dire ça dépend. Mais ça va vraiment dépendre de ton type de produit et de à quel point tu as du budget. Parce que, justement, l'algorithme peut être très fort aujourd'hui. Puis si tu as assez de budget, puis que tu as assez de volume de conversion pour l'algorithme, donc que tu as déjà beaucoup de ventes et que Google les voit, tu peux le mettre en requête large, puis il va être capable d'aller lui-même décider, bon, cette requête-là est peut-être moins pertinente, mais le client derrière qui fait la requête pourrait l'être, donc je vais t'afficher. Si tu as un budget plus limité, que tu commences et que tu veux vraiment avoir une performance plus rapide, je ne resterai pas en requête large parce que ça va être un peu trop vite pour ça. Voilà. Donc, je vais arrêter mon enregistrement. Merci beaucoup à ceux qui écoutaient en rediffusion.